Bonjour à tous, vous écoutez Contre toute attente, le podcast qui décrypte le parcours atypique de celles et ceux qui ont réussi à déjouer les statistiques. Je suis Alexandre Mars et ensemble, nous allons à la rencontre de personnalités qui ont réussi, contre toute attente, à grimper les échelons, à s'imposer comme légitimes, voire incontournables dans un monde où les places sont rares et les trajectoires souvent prédéfinies. Nous allons apprendre comment ces aventuriers ont réussi à donner un élan inattendu à leur existence malgré un chemin semé d'embûches. Et quels sont les dessous et les secrets de leur incroyable destin. Bienvenue, c'est Contre toute attente. Pour des millions de Français, mon invité fait partie des meubles. Et c'est sans doute l'un des plus beaux compliments qu'on puisse lui faire. Tous les jours, depuis 30 ans, il fait irruption dans notre quotidien par la voix des ondes. Le timbre de sa voix, ainsi que les traits de son visage, nous sont particulièrement familiers. Il faut dire que mon invité a réussi le tour de force d'être à la fois un animateur populaire d'une télévision grand public et d'être reconnu comme un critique musical pointu par un public érudit. Mon invité est né dans les années 60, dans une Égypte cosmopolite qui a vu naître Dalida, Moustaki ou encore Claude François. De l'autre côté de la Méditerranée, dans un cocktail de culture, rien a priori ne le prédestinait à truster les classements des personnalités préférées des Français. Avoir ce rapport si précieux et si intime avec ses contemporains. De l'Égypte au Canada, de la Côte d'Azur à Paris, bienvenue dans le voyage extraordinaire de mon invité, un voyage fait de chaleur humaine, de périples, de périodes plus dures. Bonjour Nagui. Bonjour Alexandre. Donc tu es né à Alexandrie en Égypte, Ouais. Un grand frère, Karim, un papa égyptien, un professeur de littérature comparée, et une maman aixoise qui enseigne le français, le latin et le grec. Et le grec. Rien que ça. Tu as 4 ans quand la situation politique se tend et ta famille déménage dans le sud de la France à Aix. Première question, comment tu as vécu ce déracinement ? Alors c'était le souvenir que j'ai bizarrement de l'Égypte. Je pense que je l'ai surtout par les photos parce que mes parents m'ont raconté, et j'ai des couleurs et des odeurs. Le reste, j'ai le souvenir de la traversée, j'ai le souvenir des malles en fer, vert foncé, avec l'adresse peinte en blanc au pinceau pour indiquer où on allait à Aix-en-Provence. Malles que nous n'avons jamais vraiment déballé ou rangé à la cave quand on s'est installé, puisque papa avait une autorisation de travail de séjour en France qui se renouvelait régulièrement en fonction de son poste de prof. Donc il était prof à Aix-en-Provence pour une année scolaire, il reste, renouvelé une deuxième année, il reste, et arrive l'année 68. Je crois pas que c'est de rapport d'ailleurs avec mai 68, mais arrive ce moment où on reçoit la lettre. Et sans trop comprendre, petit gamin que j'étais, ce qui se passe, les malles, on les re-remplit. Et il faut qu'on parte. Il n'a plus le droit de travailler, plus le droit de rester en France. Et donc de connaître cette fragilité, c'est à la fois une fragilité d'ailleurs de se dire on est le bienvenu, on n'est pas le bienvenu, on est immigré, on n'est pas immigré, on est intégré, on n'est pas intégré, on est accepté, je sais pas. Tu le vivais comme ça à 5-6 ans ou pas encore ? Non, justement. Pas encore. Après, c'était une force. Tu te dis, ouais, on voyage, on bouge, c'est génial. Puis ça va être différent. Puis on aura un nouvel appartement, on aura une autre classe. Alors oui, on perd des amis, on en trouve d'autres. Je découvre, on arrive au Canada, qui était un pays... Tu fais une autre traversée. Ouais. Bateau à nouveau ? Ouais, ou, bateau. Waouh. Ouais, bateau. Et c'était le moyen de locomotion le plus abordable de l'époque. à l'époque. Et j'étais malade. Et le mal de mer. Je me souviens de jus d'ananas qui était conseillé par le médecin de bord contre le mal de mer. Incroyable qu'on puisse se souvenir de ça tant d'années après. Je dis des parfums et des couleurs qui restent, plus que des amusements. Et par exemple, le premier truc qui m'a frappé quand j'arrive au Canada, alors ça fait discours de vieux, mais c'est que les téléphones étaient à touche et pas à cadran. Donc il n'y avait pas le côté je compose un numéro de téléphone, mais il y avait le côté et je décrochais le téléphone de la maison et je composais des numéros au hasard, mais juste pour les notes de musique qui m'amusaient. Et limite, je tombais sur des gens et je raccrochais avec un courage qui est toujours le même aujourd'hui. En anglais en plus. On appelle anonyme. Ah non, c'était Québec. On était Ottawa, Montréal dans un premier temps et après Ottawa. D'accord. Ouais. Mais voilà, pour être clair, être déplacé, déménagé comme ça d'un pays à un autre,
avoir cette fragilité de savoir est-ce qu'on peut rester ou pas, c'est oui, un inconfort, mais c'est aussi une chance d'être accueilli en France, chance d'être accueilli au Canada, chance d'être à nouveau accueilli en France. Si je parle de ça, c'est que l'éducation de mes parents s'est toujours faite dans le respect de l'endroit qui nous accueillait, dans le respect de la culture, de la langue, de la religion aussi. Papa était copte, orthodoxe, donc chrétien, maman protestante, mais comme on arrivait en France, leur axe, leur angle était de dire il faut que tu sois catholique, donc on va te mettre dans une école catholique avec des curés, pas de mixité, et la prière tous les matins, et toute... Capacité de t'adapter. Ouais, c'était une génération en tout cas qui ne revendiquait pas le communautarisme, qui ne revendiquait pas la différence. Hors de question que je porte un maillot de l'équipe de foot d'Égypte ou même un drapeau égyptien, ce qu'on peut voir aujourd'hui peut-être avec d'autres générations qui revendiquent ces racines et cette culture. Évidemment que je suis fier d'être oriental, fier d'être né en Égypte et d'avoir ce mélange italien et français par maman et grec et égyptien par papa. Mais l'amour de la langue française, l'amour de la culture française, de l'histoire de France et surtout du confort et de l'apport de l'éducation, des structures qui sont données, font que j'aime un pays et que je le respecte. Tes parents qui parlaient aussi arabe en Égypte. Papa parlait arabe, évidemment, il était égyptien, il était même interprète aussi aux Nations Unies, cumulait les deux métiers, prof et interprète. Mais avec toi, quand il arrive en France... Il ne parlait que français, sauf quand je l'énervais. Donc quand je l'énervais, il parlait... Ça n'arrivait pas. Bien sûr que ça arrivait. Il me parlait en arabe, je ne comprenais pas ce qu'il disait. Et il avait toujours la même insulte en me grondant, que je prenais pour une insulte, parce qu'il fronçait les sourcils, et il levait sa main qui pour moi faisait 2 mètres carrés. Je me dis, je vais me prendre une taloche. En fait, j'en ai pris qu'une dans toute ma vie. Et elle est arrivée beaucoup plus tard quand j'étais ado, mais jamais quand j'étais petit. Et donc, il y avait toujours cette phrase qui revenait, et qui était une musique à laquelle je m'habituais, et qui faisait sourire maman. Et un jour, j'ai quand même fini par lui demander, mais il dit quoi, papa, quand il me gronde? Et elle me dit, oh, t'inquiète pas, il maudit celui par lequel tu es venu au monde. Donc, c'était pour ta chère maman. C'était pour lui. D'accord. C'était pour lui. Il se reprochait de m'avoir mis au monde, il s'en voulait, mais c'était une insulte qui était évidemment remplie d'amour. Ce que tu disais, en fait, le parallèle qu'on voit assez facilement, c'est que tu considères peut-être qu'aujourd'hui, quand les gens justement arrivent en France ou ailleurs, il n'y a pas cette volonté où la discussion qu'il y a sur cette intégration est compliquée, ou est-ce qu'on l'a rendue compliquée peut-être? Je pense que oui, c'est ça. Elle va dans les deux sens. À la fois, on ne fait rien, à mon sens, en tout cas pour apprendre la langue, expliquer le mode de vie, expliquer la loi, les règles, le comportement, et c'est valable à tous les niveaux. On peut cultiver sa différence tout en acceptant de s'intégrer à une culture. Si j'étais amené à vivre dans n'importe quel pays du monde, quel que soit son niveau économique, quelle que soit sa langue, quel que soit son climat, je m'habillerai comme ils s'habillent, j'apprendrai la langue qu'ils ont, j'irai au marché pour acheter les produits locaux. Enfin, je chercherai pas à recréer ce que j'estime être typiquement français. Je sais même pas d'ailleurs ce que je ferai, mais ouais, je viendrai pas avec ma baguette et mon beurre de Normandie. Je me dirais, ok, donc vous ici c'est plutôt des galettes, vous ici c'est plutôt du pain comme ci, comme ça. Adaptation. Évidemment, je crois que c'est la moindre des politesses. Et puis c'est un enrichissement d'intégrer la culture d'un pays, de comprendre ce qui s'y passe. Et ça doit se faire dans les deux sens. Je pense qu'à la fois, j'ai pas envie d'arriver dans un pays, pour reprendre la chanson de Big Flo et Oli, j'ai pas envie d'arriver dans un pays qui me disent rentrez chez vous. Parce que pourquoi ils m'accepteraient parce que je viens de France dans leur pays. Et puis il y a des passés colonialistes qui peuvent faire froid dans le dos dans certains pays. Donc pourquoi ils accepteraient forcément qu'on vienne s'installer chez eux et sans qu'on fasse l'effort de parler leur langue. Et à l'inverse, il faut aussi qu'ils m'aident, qu'ils m'apprennent, qu'ils me transmettent. Donc voilà, est-ce que nous, on fait ça ? Est-ce qu'on tend des mains aux réfugiés politiques, à ceux qui n'ont
que le choix entre la mort dans leur pays ou la misère en venant ici. Je ne sais pas si vraiment on est bien équipé pour ça. Et puis, ce qui est certain, c'est que ça ne va pas s'arrêter. Le flux migratoire. Ça, on le voit assez facilement. Donc, il va falloir que ces solutions-là soient trouvées. Mais parce que les problèmes sont aussi bien politiques, économiques que climatiques. C'est que mécaniquement, la richesse de la Terre, là où ça se passe en tout cas, ne suffit pas à nourrir, et à faire boire et à alimenter les vies. Donc il y a des brassages qui vont se faire. Mais on est clairement trop d'êtres humains sur une planète qui n'en peut plus de donner ce qu'elle a. D'ailleurs, en termes de consommation, on est à crédit sur les richesses de la Terre. Donc, ça t'inquiète, ça ? Ah oui, clairement. Ça t'inquiète pour toi, pour les enfants, pour tes enfants ? Pour simplement se demander si... à quel point on est responsable aujourd'hui et à quel point je n'ai pas envie que dans 20, 30, 40 ou 50 ans, pas forcément mes enfants ou mes petits-enfants, mais que tous. Des enfants me regardent en me disant « Vous le saviez ? Pourquoi vous avez continué de faire ça ? Vous le saviez ? Et depuis, qu'on est dans un mur. » Depuis combien de temps tu penses le savoir, toi ? Pas longtemps, peut-être un peu moins d'une dizaine d'années. Ouais. Par d'abord la chance d'échanger avec des personnes dont c'est le métier. C'est vrai que je comprends que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir échanger avec Hubert Reeves, avec Yann Arthus Bertrand, avec Nicolas Hulot, avec des personnes qui, au-delà de quelconque engagement, ont la connaissance de l'urgence et peut-être des solutions. Le problème, c'est que j'ai connu les années 70, 74 avec René Dumont qui faisait sa campagne présidentielle, candidat à la présidentielle à vélo, et que tout le monde prenait pour un fou. Si on réécoute aujourd'hui son discours, si on regarde ce qu'il disait en 74, mais c'est incroyable comme il avait raison, et c'est incroyable comme les choses auraient été différentes si on l'avait écouté à l'époque. Pas forcément en les lisant, mais de l'écouter. Et je ne pense pas que l'écologie soit une couleur politique. Je pense que comme la lutte contre le racisme et la bienveillance et le respect de tout un chacun, on peut être de droite comme de gauche et accepter l'autre, accepter la différence, respecter la planète. Je ne crois pas que ce soit une couleur politique. La couleur politique, je la vois plus dans l'économie, dans la gestion, dans le social, mais pas dans l'humain, pas dans l'écologie. Que le tabac tue et donne le cancer, qu'on soit de droite ou de gauche, on ne discute pas. Que le sida soit une saloperie, que ce soit de droite ou de gauche, on ne le discute pas. Et ben, je pense que le racisme est à mettre au même titre que ces maladies ou que ces maux qui nous touchent, et le mal que l'on fait à la planète et la surconsommation qui est le résultat d'une économie capitaliste qui a du bon, mais qui l'a dépassé, je trouve, ses limites, ne doit pas avoir de couleur politique. Voilà. Donc, quand t'es... On s'éloignait de l'Égypte. Non, là on était au Canada. Donc déjà, mais tout est connecté. Tu dis justement que tu as adoré cette période au Canada. Peut-être la culture canadienne. En tout cas, ce dont tu te souviens. Donc peut-être que c'était uniquement les touches sur le téléphone, mais tu as vraiment... Non, mais j'ai C'était quoi ? C'était l'Amérique du Nord qui te fascinait déjà à l'époque ou... On sortait d'un appartement où on avait une salle de bain pour 4, une toilette pour 4 et une chambre pour mon frère et moi, et on arrive dans une maison où chacun a sa chambre, chacun a son chiotte et chacun a sa salle de bain. C'est le rêve nord-américain. Donc déjà, non mais donc tu dis ça existe. On découvre ça. Puis on a un jardin. Et puis là, il y a des grandes voitures. Alors maman avait tenu à emmener sa Peugeot. Donc on était là avec la petite voiture française. J'avais honte, je voyais que des grosses voitures, nous on avait la petite. Ce qui est aujourd'hui maintenant très tendance en Amérique du Nord d'avoir une petite voiture qui plus est électrique. Mais à l'époque c'était électrique. Pourquoi on n'a pas la grosse voiture comme les autres ? Et puis je découvre les jardins, et les jardins sans clôture. C'est-à-dire qu'il y avait ce côté anglo-saxon avec... on respecte évidemment le jardin d'autres, mais si on joue au foot ou au rugby, enfin foot américain à l'époque, tu peux venir jouer sur mon jardin, mais voilà, esquinte pas le terrain, respecte les fleurs et sois poli. Et c'était quelque chose de très ouvert, de très généreux. Et j'en ai un souvenir encore une fois, de liberté,
De froid. Alors, de froid, ça. Mais moi, j'aimais ça, maman, non. C'est pour ça qu'on est parti. Hein. On n'est pas parti parce qu'on ne pouvait pas rester. On est parti parce que maman avait trop froid. Et je lui en aimais tellement voulu. Je dis, mais pourquoi, maman? Pourquoi? Elle dit, non, mais moi, moins 10, moins 20, c'est pas possible. Donc ta maman a réussi à convaincre ton papa de revenir en France, essentiellement par le froid. Pas uniquement parce qu'il avait... Cher Alexandre, c'est pas toi que j'apprendrai que ce sont toujours les femmes qui décident. Et en l'occurrence, maman décide de rentrer direction le sud de la France et Cannes. Donc on peut pas faire plus chaud et plus beau à l'année pour rejoindre sa mère et sa sœur qui vivaient à Cannes. Et donc on s'y installe début des années 70. Donc belle adolescence à Cannes, si j'ai Sublime. bien compris. Ouais. C'est plutôt sympa d'être un gamin dans ces années-là dans le sud de la France. Donc tu obtiens ton bac et ensuite tu fais des cours prépa pour tenter de rentrer à l'école de commerce. Donc tu fais une prépa et tu finis par abandonner. Ce qui est toujours intéressant parce qu'aujourd'hui on te définit comme un entrepreneur, puisque tu l'es. Tu es évidemment un animateur, tu as énormément de définitions, mais tu es un entrepreneur puisque tu as créé... J'ai des responsabilités, oui. Mais est-ce que tu trouves que c'est un paradoxe le fait que quand tu étais plus jeune, tu devais faire une prépa pour justement faire du commerce, que tu as abandonné et que tu t'es créé une direction parallèle? Comme beaucoup d'enfants, je ne savais pas ce que dans un cycle normal, traditionnel, scolaire, je ne savais pas où était ma place. Par contre, je savais quelle était ma passion et je savais quelle était mon envie. Ma passion était la radio, la télé. J'avais envie de ça. J'étais dingue de ça. Et en même temps, c'était inabordable. On est dans les années 70 où il n'y a que 3 chaînes de télévision. Il n'y a aucune radio libre, rien en FM. En plus, dans le Sud, on ne captait que RMC, qui était une périphérique à l'époque, qui n'est pas la radio d'aujourd'hui, et France Inter. On ne captait pas RTL, on ne captait pas Europe 1, on ne captait pas Sud Radio. Donc, très peu de musique. Des animateurs vedettes, qui étaient toujours les mêmes d'année en année. Donc, peu de place possible à se faire au milieu d'une grille des programmes. Et puis même, je ne savais pas quel était le cursus, quelle était la manière, ne serait-ce que d'avoir un rendez-vous. Donc, quoi faire? Faire les mêmes études que mon frère. Mon frère a fait prépa HEC pendant 2 ans à Paris. Il a intégré l'école de Lyon. Il en est sorti brillamment. Il a eu un job formidable en Suisse. Donc, mécaniquement, à 4-5 ans d'écart, tu fais la même chose. Déjà, tu as les mêmes bouquins, tu as les mêmes cours. Donc, économie pour les parents qui soutiennent quand même le projet en te laissant partir sur Paris dans un appartement qui servait un jour par semaine à papa pour venir enseigner à la Sorbonne. Mais il y avait donc tout le cadre, t'as presque envie de dire, je vais pas insulter la bonne volonté de mes parents ou l'esprit familial en disant non, mais moi je vais faire autre chose et puis vous allez m'aider à le faire. Non, j'avais Tu suis le tempo. Absolument. Par respect pour les parents et puis par crainte de ne pas avoir de métier sans diplôme. Ce qui se passe, c'est que je perds mon papa en 82 et je n'imaginais pas rester une charge pour maman, prof de français, donc qui ne gagnait pas assez pour subvenir aux besoins de ses fils et encore plus à des études à Paris et payer un appartement et la scolarité. Donc je lui dis que j'arrête, que j'abandonne. Mais pour l'aider, pour revenir vivre avec elle, et je vais trouver un boulot. Je vais donc servir dans une pizzeria, je vais travailler derrière un bar, enfin voilà, tout ce que l'on peut faire quand on n'a pas de diplôme et qu'on veut être utile et gagner rapidement de l'argent. En plus à Cannes, la restauration, les troquets, les périodes de festival, ça marche, les pourboires, ça marche. En plus, c'est payé en liquide les 3/4 du temps, c'est pas déclaré, c'est du black, on paye pas d'impôts dessus, enfin voilà. Donc, puis la vie est belle, puis j'ai mes repères, j'ai mes potes, j'ai mes copines, enfin tout ça, ça allait plutôt bien. Ouais. Mais on est dans une période où justement la bande FM est libérée. Et où les radios libres existent. J'avais déjà commencé à faire des radios pirates parallèlement à mes études. Tout ça était par passion, non rémunéré. De temps en temps même, ça me coûtait, puisque j'allais jusqu'en Italie pour pouvoir animer, puisque là-bas, les radios étaient autorisées avant 81
et que nous, on était payé 9 francs de l'heure, puisqu'elles avaient de la publicité, mais on était payé 9 francs de l'heure pour faire de l'antenne, pour faire par jour 7 à 8 heures d'antenne. C'est-à-dire, tu prends l'antenne à 10 heures, tu sais que tu vas la rendre à 18 heures. Et pendant tout ce temps-là, tu dois passer des disques, avoir des trucs à raconter, manger, faire pipi, faire caca, éternuer. Et Nagui, d'après toi, et vivre. Combien de personnes écoutaient Aucune idée. T'as jamais eu aucune idée parce qu'il n'y avait absolument aucun moyen de savoir. Beaucoup de personnes, parce qu'on avait l'autocollant soit sur la voiture, soit sur nos fringues, soit sur des dossiers que l'on avait, mais beaucoup de personnes nous en parlaient. Et puis surtout, on était illégaux. Comment elle s'appelait ? Radio Midi. Enfin, Radio Continentale qui avait changé de nom et qui s'est appelée Radio Midi ensuite. Donc 94,7. Je pourrais même, si j'avais une meilleure voix, chanter le jingle. Mais donc, on était illégaux. On avait peur que les flics débarquent. Que la Sophie-Rad, à l'époque, qui diffusait, qui était émettrice des radios légales, vienne saisir l'émetteur. On était dans une espèce de garage en haut d'une colline avec un émetteur qui était tourné vers la France et pas vers l'Italie, au-dessus de Vintimille. Et on avait une carabine avec des cartouches pour tirer si les policiers venaient pour prendre les émetteurs ou nous interdire. Mais est-ce qu'on aurait tiré si quelqu'un arrivait ? Il y avait des chiens de garde qui étaient là. Le maître chien était obligé de les retenir, sinon il nous bouffait nous aussi. Donc pour pouvoir rentrer de la rue au studio, il fallait que le maître chien nous laisse passer. Et une fois qu'on rentrait, on était dans une cage Faraday, on était dans un studio, il n'y avait que des disques et des lits bateaux, mais comme dans les sous-mariniers, si tu veux, où on dormait comme ça, empilés les uns au-dessus des autres. Vous on était 4-5 animateurs. L'écart, quoi. Voilà, exactement. On se relayait. On mangeait des pâtes trop cuites ou réchauffées ou mal faites. Mais c'était une expérience incroyable. Et là, Radio Libre, les ondes se libèrent. On est en 80... On est en 81 et arrive surtout en septembre 82, une nouvelle radio sur la Côte d'Azur, légale, en FM, qui est une radio de Radio France, qui à l'époque s'appelait Radio Côte d'Azur et après Radio France Côte d'Azur, qui est l'équivalent maintenant de France Bleu en région. Et au culot, j'envoie 10 jours après le décès de papa, j'envoie une lettre, pas de réponse. Je téléphone un soir, 19h30. Ça sonne, ça répond pas. Puis finalement, quelqu'un décroche le téléphone. Un monsieur. Et je dis bonjour, voilà, je suis animateur, je voudrais pouvoir vous proposer quelque chose, venir travailler chez vous. Et le gars éclate de rire. Et il me dit, on vient de commencer depuis 15 jours. Vous croyez vraiment qu'on a commencé sans avoir d'animateur et sans chercher d'animateur ? Je dis non, mais on sait jamais. Et il me dit, vous avez fait quoi ? Je commence à parler un peu avec lui au téléphone comme ça. Et il me dit, écoutez, j'ai pas besoin d'animateur, mais j'aime bien votre voix, au téléphone. Est-ce que vous pouvez passer demain me voir ? Ok, d'accord. Je raccroche. Je mets le même costume que le costume que j'avais mis pour l'enterrement de papa, en me disant, il faut que je présente bien pour un entretien devant un directeur. J'arrive, c'était le directeur de l'antenne qui m'avait décroché, parce que le standard était fermé, parce que c'était trop tard. Tu sais comment il s'appelle ? Jean-Pierre Batty. C'est lui qui m'a accueilli, mort de rire de me voir arriver en costume, avec ma cravate. Tous étaient jeans, t-shirt, basket. Ils fumaient d'ailleurs de tout et n'importe quoi dans la radio, mais c'était honteux. Et donc je suis une espèce d'ovni au milieu de Babacool, globalement radio de gauche, quoi. C'est la radio de Radio France. Mitterrand vient d'être élu, première radio à venir à Nice, bastion de Jacques Médecin, le maire de droite, voire un peu plus une grosse droite, voilà. À Nice, tout ça a été très tendu, très chaud, et donc il m'accueille, il me fait parler, il me fait faire une maquette. On est jeudi, je me souviendrai toute ma vie. Il me fait faire une maquette. Je fais 1 heure d'émission. Il est derrière la vitre. À la fin, il me dit tu parles trop, tu parles vite, mais t'as du soleil dans la voix et j'aime ça. Je dis merci. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il me dit bah rien. Je garde ton numéro et puis voilà. On vous rappellera quoi. Au revoir. Et je rentre à Cannes, 30 km plus loin.
Maman me demande comment ça s'est passé. Je dis écoute bien, mais voilà, il n'y a rien. Je vais continuer de travailler dans la pizzeria du port où je travaillais. Et le samedi soir, 22h, Jean-Pierre Bati m'appelle et il me dit est-ce que tu peux être demain à l'antenne? Je dis qu'est-ce qui se passe? Il me dit voilà, il y a un animateur que j'avais engagé qui faisait le 20h minuit du samedi soir et du dimanche soir dans la grille des programmes. Et le gars, au bout de 2 heures d'antenne, donc à 22h, il l'écoutait en direct et il n'en pouvait plus. Et il se dit, je vais pas le garder, mais je vais prendre le minot que j'ai vu il y a 2 jours. Et donc il l'a viré le jour même. Enfin, il lui a donné une autre tranche horaire, parce qu'il avait quand même un contrat, il pouvait pas le virer comme ça. Et le lendemain, dimanche, j'arrive à 15h pour préparer mon émission à partir de 20h. Et donc je devais la programmer, choisir les disques, faire le conducteur, préparer ce que j'avais à raconter, et ainsi de suite. Et j'ai eu mon premier contrat où j'ai gagné 1200 francs par mois en travaillant tous les week-ends et en croisant Bruno Carrette et Chantal Lobby, qui ont fait partie ensuite des Nuls, mais qui faisaient partie de la grille des programmes et qui m'ont permis ensuite de faire de la télévision. Voilà. Parce que je voyais pour la première fois de ma vie quelqu'un qui passait à la télé, mais je le voyais en vrai, ce qui n'était pas le cas quand on est sur la Côte d'Azur. Et Bruno Carrette, avec qui j'étais pote, et Chantal Lobby aussi. Un jour, je regarde Bruno qui passait à la télé, et je suis à côté de lui. On est en train de le voir, lui, passer à la télé, une émission qui était enregistrée. Et avec admiration comme ça, je lui dis, mais c'est génial, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour passer à la télé? Et avec son accent pied noir, qu'il forçait un tout petit peu, que chaque fois qu'il voulait faire une vanne, il me dit, pour passer à la télé, il faut être moche, et t'as toutes tes chances. Et il m'a présenté à Monsieur Gosselin, qui était le patron de France 3 à l'époque, et qui m'a donné ma première chance aussi pour passer à la télé. Qui était François Région? Ouais. On se pose toujours la question, et c'est un peu l'idée de ce podcast, c'est des gens qui n'auraient pas dû, ils sont posés à ce moment-là, et ce qui est le déclencheur, c'est ce coup de téléphone que tu as passé, à un moment où le patron était celui qui a répondu au téléphone. Rien ne me prédestiné à faire le métier que je fais et encore moins à avoir la vie que j'ai, mais en tout cas à l'époque, comme encore aujourd'hui, de ne rien lâcher, de ne pas se dire ce n'est pas fait pour moi ou je ne suis pas élu pour le faire. Donc le pourquoi pas moi, ça a toujours été, mais avec, ça a toujours été ma philosophie, si on peut appeler ça une philosophie, en tout cas mon mode de fonctionnement, mais avec quand même plusieurs réserves. La première, le pourquoi pas moi n'est pas de la prétention, avec lui je l'aime pas et je suis... Je pourrais faire mieux, ça voilà. que tu dis. Alors il y a ce côté, si je bosse, je peux faire mieux que lui, mais j'allais dire sans prétention, en disant simplement, je vais travailler, je vais proposer autre chose. Ça c'est un premier point. Et le pourquoi pas moi, c'était un sentiment peut-être de, je sais pas, de justice naturelle, de se dire j'ai ma chance, mais ce que papa, qui ne m'a jamais vu à télé, m'a toujours dit de faire quand je lui disais que j'avais envie de faire ça et que c'était ma passion et que voilà, j'avais envie d'y arriver, il m'avait dit de toute façon, fais ce que tu veux, mais travaille. Ouais. Travaille pour être le meilleur. C'est la seule condition pour réussir. Et si tu travailles en faisant ce que tu aimes, plus jamais tu travailleras. Tu vivras ta passion, mais tu n'auras pas le sentiment de travailler au sens torture, puisque l'étymologie du travail, c'est la torture. Et tu n'auras plus ce sentiment de subir quelque chose. Mais tu expliquais ça, d'ailleurs, je crois que ton papa aurait rêvé que tu fasses médecine. Ouais. C'était un des rêves. Parce que pour lui, il fallait sauver des vies, oui, il fallait aider son prochain. Ce qui est assez louable. Justement, quand il définissait le meilleur, c'est pas facile parce que c'est subjectif. C'est le meilleur de quoi? Donc, alors, toi, quand tu le vois aujourd'hui, et comme tu le fais avec tes gamins, il me donnait 2 exemples. Il me disait, tu veux être balayeur, apprends à balayer le mieux possible et sois chef balayeur. Deviens le leader de tous les balayeurs. Tu veux devenir ministre, sois le premier ministre. Alors évidemment, tout ça a été des vannes. Et quand il me le disait, j'avais 12 ans. Hein. Donc ça marque. Ça marque. Mais cette quête d'être le meilleur, c'est pas tant être devant les autres. C'est en tout cas se dépasser soi-même. C'est ne pas se contenter
du strict minimum ou de se dire ça c'est fait, maintenant j'ai pas besoin d'aller plus loin. Aujourd'hui, quand ton papa te regarde, tu penses qu'il te regarde en disant il a réussi, il a compris, est-ce qu'il va considérer que t'es le meilleur? Parce que toi, tu considères dans ce que tu fais, justement, Je l'ai pensé qu'un jour, ça. Je l'ai pensé qu'un seul jour. C'est le jour où j'ai eu l'honneur d'être chevalier des arts et lettres. Et là, je me suis dit que papa, là-haut, prof et fils de chef de gare à Alexandrie, avoir son gamin au ministère de la Culture, être décoré des arts et lettres, ça a dû piquer. Ça le fait. Ça a dû piquer un peu. Donc c'est le seul moment. Après, c'est pas l'audimat, ce sont pas les sondages, mais c'est simplement de se dire pourquoi se contenter, pourquoi se donner des limites, pourquoi se dire on s'arrête là, ça c'est fait. Alors il y a un moteur, je dois le reconnaître, qui était en tout cas le moteur du gagner plus que j'avais, parce que j'avais tellement manqué, j'avais tellement fait des choses inavouables que je vais t'avouer, comme piquer dans des magasins, comme partir sans payer, des choses qui sont pas, évidemment, pas recommandables, qui sont, j'ai presque dire détestables, mais c'est moi qui me détestais. Je ne dis pas que je détesterais quelqu'un qui le fait, mais je me détestais à le faire. Mais en même temps, j'avais pas d'autre moyen pour vivre et pour m'en sortir. Et y compris squatter un appartement qui n'était pas le mien, dont j'avais obtenu les clés, qui n'était pas loué, mais que je squattais d'une manière totalement illégale, en remettant en route le compteur électrique, en y vivant pendant plusieurs semaines et mois, jusqu'au jour où le propriétaire reçoit une note d'électricité alors qu'il n'a pas de locataire. Donc il fait à nouveau couper l'électricité, et où je rentre dans l'appartement, et là, une odeur pestilentielle de ce qu'il y avait dans le frigo, tout a fondu, tout a les steaks surgelés qui puent, qui fondent. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Et là je comprends que je suis débusqué, qu'il y a un vrai souci. Mais quand tu dis que tu avais cette volonté ou cette rage, est-ce que sans cette rage-là, tu penses que tu aurais réussi? Tu penses que tu te serais battu? Non. Et est-ce que tu connais beaucoup de gens autour de toi qui ont vraiment réussi sans avoir cette rage? Tu ne penses pas que la définition justement de en vouloir toujours un peu plus? Ouais, j'ai même dit dans une interview il n'y a pas longtemps, il faut avoir faim pour s'en sortir dans la vie et pour réussir. Et je me suis fait évidemment insulter, tacler par tous les haters sur les réseaux sociaux et sur Internet, en disant c'est facile monsieur, dans la position dans laquelle vous êtes, de dire il faut avoir faim pour réussir dans la vie. Vous n'avez pas faim, vous ne pouvez pas comprendre. Donc je n'allais pas répondre en long et en large à ce monsieur. Mais tout à l'heure tu me disais, et pour mes enfants qu'est-ce que je fais? Ouais. Il est évident que je n'ai pas envie que mes enfants manquent de quoi que ce soit, mais il est évident qu'ils auront jamais assez d'économie ou de cadre de vie pour ne rien faire. Ça, il en est hors de question. Donc, il faut que nous trouvions, ma femme et moi, le juste équilibre entre ne pas trop leur laisser, en termes d'héritage, je pense après ma mort, de ne pas trop leur laisser, en termes d'argent, pour qu'ils aient toujours ce souci de se battre pour exister par eux-mêmes, pour eux-mêmes, et pas simplement en gérant quelque chose que j'aurais pu leur laisser. Avoir suffisamment... Que ce soit un patrimoine, que ce soit un héritage quelconque, ou des actions dans telle ou telle boîte. Donc avoir suffisamment sans avoir trop. Avoir suffisamment pour faire quelque chose et pas pour ne rien faire. Et toi, si justement là, tu avais en sortant du studio un appel de la police disant on a chopé votre enfant en train de voler, comment tu arriverais, quand toi tu l'as assumé, tu l'assumes publiquement, que ça t'arrive bien arrivé une fois de le faire? Tu n'as jamais dit? Non, j'ai jamais dit. Moi, il y a un truc que j'avais pas dit. Quand j'ai écrit mon bouquin, première page de mon livre, je dis j'ai redoublé 2 fois. Et ce qui a été intéressant, c'est la réaction de mes enfants. Ils sont venus voir, alors la seconde où ils ont lu la première page du bouquin, papa,
pourquoi dans ces cas-là tu nous demandes de travailler dur ? Et ma réponse était assez simple. C'était, je ne demande pas d'être le premier de ta classe. Ce qui est important, c'est que tu apprennes justement qu'il faut bosser. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, c'est pas ce que je dis. Moi, ce que je dis à mes enfants, c'est que déjà, j'aimerais que vous soyez sympas. Et je n'ai pas les clés pour que mes enfants soient sympas, mais pour moi, sympa, ça passe par le respect des autres pour être respecté, ça passe par le sens de l'humour, et ça passe par l'intelligence. Alors l'intelligence, là aussi, laquelle ? L'intelligence du livre, l'intelligence du savoir sculpter, du savoir peindre, de la fabrication d'une maison, d'une charpente, d'un élevage, d'une culture. Le savoir, ça englobe tellement de choses que voilà, on ne peut pas le limiter. Mais en tout cas, ne pas être le con invité au dîner de con. Donc ça passe par moi, par des valeurs et par des connaissances. Ces connaissances, dans ce que j'aime de l'école française, elles sont dans le tronc commun de ce qui va de la maternelle à la terminale. Donc c'est vrai que je demande symboliquement aux enfants d'être au-dessus de la moyenne. Je veux dire, voilà, tant qu'à être dans une classe déjà, ne soyez pas celui ou celle qui tire la classe vers le bas, soyez au-dessus de la moyenne, pas forcément le premier, pas forcément le numéro 1. Et quand ils ont une mauvaise note, et je reviendrai peut-être au vol après, mais quand ils ont une mauvaise note, la seule chose qui me soucie, c'est as-tu bossé ? Donc déjà, est-ce que c'est une mauvaise note parce que tu ne savais pas, ou parce que tu n'as pas compris, ou parce que tu as fait un hors-sujet ? Je veux comprendre d'où vient la mauvaise note. Et puis surtout, as-tu compris là où tu t'es trompé ? Parce que avoir 8 ou 4 à un devoir, mais savoir maintenant où sont les erreurs, qu'est-ce qu'il fallait dire, c'est une chose qui, pour moi, est plus intéressante que d'avoir un coup de bol et se retrouver avec 15 en disant « Ouais, je suis tombé sur 3 questions où là je savais, c'est bon, c'est passé. » Et ça m'intéresse pas. Et le vol, alors ? Le vol, déjà, je m'en voudrais d'abord à moi en tant que papa. Je me disais, qu'est-ce que j'ai loupé pour que mon enfant ne comprenne pas qu'il ne fallait pas faire ce geste ? Donc j'essaierai de comprendre. Parce que je me sentirais fautif. Ouais, être parent n'est pas toujours une chose des plus faciles. Il n'y a pas de livre blanc, en fait, c'est surtout ça. Les enfants sont quand même tous différents. Comme beaucoup avant toi, tu te brûles les ailes, donc quelques années après, en volant trop près du soleil. Au début des années 2000, hein, c'est pas hier, mais c'est pas non plus il y a très longtemps. Si loin, ouais. La dégringolade. Donc tu es viré de Canal+, juste après un an d'émission. Alors là, tu racontes, tu es très transparent là-dessus, ce qui est aussi très agréable. Tu racontes des heures d'attente devant les portes des directeurs des programmes. D'humiliation. D'humiliation. Des gens qui te faisaient la cour 2 ans avant, qui te prennent même pas au téléphone, qui te parlent pas, ou qui te font venir et qui te laissent attendre plus d'1h30 dans un couloir, et qui finalement ne viennent même pas te dire « ça va pas être possible aujourd'hui, on prend un autre rendez-vous ». Ils ne sortent même pas. C'est une personne qui travaille avec eux qui vient te voir en disant il va pas pouvoir t'accueillir. Et elle a elle-même les yeux humides et de gêne de devoir avoir ce mauvais rôle. Mais quelle leçon, encore une fois, tirer de ça ? Parce que la seule chose qui soit intéressante là-dedans, je cherche pas à faire pleurer dans les chaumières, c'est de se dire que finalement, toutes ces leçons-là, toutes ces claques, toutes ces humiliations sont... j'ai presque envie de leur dire merci à ces gens-là, parce qu'ils m'ont... rendu plus fort à chaque fois. Rendu plus fort. Ouais, ça m'a servi de leçon. M'a servi de leçon d'abord pour profiter du moment présent quand tous les voyants sont au vert en se disant là, quand même, c'est magique. Profitez, ça ne durera pas. Carpe diem, quam minimum credio postero. C'est-à-dire profite du jour présent parce que merci maman. Crois le moins possible à l'avenir. Non mais le vers d'Horace, oui c'est du latin, mais le vers d'Horace, et c'est pas pour étaler la culture comme de la confiture, mais c'est simplement pour dire ceux qui disent hey, carpe diem les mecs, on fait la fête. Et écoutez la suite de la phrase, crois le moins possible au lendemain. C'est noir, c'est dark, c'est no future, c'est punk, ce qu'écrivait Horace dans ses vers. Et donc là de se dire ça ne durera pas. Ça te fait même quand ça marche, c'est pas normal. Mais quand ça t'arrive, ça, quand tu l'as analysé, c'est que t'as moins travaillé, t'as eu moins faim. Comment t'arrives à l'expliquer ? Tu passes par tous les états. Non, mais quand aujourd'hui, avec un peu de recul, tu te rends compte de quoi ? Tu dis, le mec est un connard. Ouais.
C'est pas jamais ta faute, Non, évidemment. il est pas bien élevé. Mais déjà, non, qu'il m'aime pas, il a le droit. C'est Mais qu'il vienne le dire. Ouais. Même personne. c'est arrivé une fois ou aujourd'hui, c'est arrivé plusieurs fois? T'en as un en tête, là? Tu me peux dire, il y en a un en il y en tête. a un en tête, c'est celui qui m'a fait attendre pendant Il une heure et t'embrasse demie. sur la bouche maintenant ou pas? Mais évidemment. Et D'accord. pire que ça, Oh, il est patron de médias. Et pire que ça, quand on se croise dans une soirée, showbiz, télé ou autre, il a le culot de dire, d'abord de venir et de me dire comment ça va, limite de me prendre dans ses bras, ce que j'essaie d'éviter quand même, et de dire à une tierce personne, vous savez que on a fait des choses formidables ensemble. Mais non mec, tu m'as jamais ouvert la porte de ton bureau. Donc, je suis pas Zorro, je suis pas un justicier masqué, je suis pas là pour dire qui est bon, qui est pas bon, et peut-être et d'ailleurs Si te proposait aujourd'hui de venir travailler sur il son l'a fait. antenne, Il l'a fait. t'as dit non. Ouais. Pour ça ou parce que... Au fond de moi, oui. Ouais. Parce que je pense qu'il faut aimer aussi les gens avec qui on travaille ou pour lesquels on travaille. Donc il va nous écouter, donc il va se reconnaître. Peut-être pas. Espérons qu'il écoute. Peut-être pas. Non, mais Il changera peut-être différemment. Non, mais peut-être qu'il se reconnaîtra pas. Tellement il est, je pense, omnubilé par sa suffisance et sa situation. Mais il y a Il y a d'autres. des gens qui écrivent l'histoire, en effet. Il y a d'autres personnes qui, par exemple, Mais t'en as eu beaucoup? oui, un autre exemple, un contrat signé, c'est même pas en 35 pages, c'est en 35 parapheurs, contrat sur plusieurs années, avec un patron, et tout est écrit dans le contrat, tout. Il y a un détail, il y a un truc, qui est un truc humain, qui ne peut pas donc s'écrire sur un contrat. Et je lui dis, il y a quand même quelque chose, avant que je signe avec vous, il y a un truc que je vous demande, un seul truc, mais là je vous demande les yeux dans les yeux, d'homme à homme. Il me dit, dites-moi. Et je lui demande. Et il me dit, mais évidemment, vous avez ma parole d'honneur. Et moi, je serre la main. Et pour moi, serrer la main, regarder quelqu'un, ça vaut tous les contrats de la planète. Tu peux dire ce que c'était. À l'époque, peut-être... C'était de ne pas me retrouver en covoiturage avec une autre personne. Voilà, c'était vraiment, ne nous mettez pas ensemble. Parce qu'on ne s'entend pas, et je ne veux pas vivre ça, donc j'ai pas envie. Vous avez ma parole d'honneur. 1 an et demi, même pas 1 an et demi, moins d'1 an après, ça se passe. Et je suis dans le même bain que cette personne, et j'avais dit, il n'en est pas question, s'il vous plaît. Donc je retourne le voir, en disant, mais il y a un problème. Ouais. Vous m'avez donné votre parole d'honneur, et là, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, je n'ai qu'une parole, quand j'en ai besoin, je la reprends. À ce moment-là, C'est glaçant. j'ai autant envie de pleurer que de rire devant une telle répartie. Je la trouve géniale, j'ai appris plus tard qu'elle n'était pas de lui, que c'est une phrase historique, je crois, de Fouquet. Mais bon, au moins il avait de la culture générale, ce monsieur. Mais j'étais blessé, j'étais humilié et trahi. Je ne sais pas quoi dire d'autre que dire c'est une leçon de plus, c'est une leçon dans la vie. Là, c'est pour les quelques personnes qui t'ont tourné le dos et qui aujourd'hui peuvent t'embrasser. Il y en a eu plein. Mais maintenant, parlons, parce que tu ne les cites pas, moi j'adore donner les noms, mais tu ne vas pas les citer. Dis-moi plutôt ceux qui sont restés à ce moment-là. Ils ont été là, et c'est des rocks, c'est des gens que tu sois en bas ou en haut, ils seront toujours là. T'as un ou deux noms? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a les personnes avec qui je travaille dans ma société et qui sont les mêmes depuis 26 ans. Donc il y a un noyau dur de fidèles que sont Gérard Policino, que sont Marie Pricot, qui sont des gens Marie Pricot, tiens, je vais donner un exemple. Marie Pricot, on est en train de déposer pratiquement le bilan de ma société. On est début des années 2000, le moment que tu évoquais. Et je lui dis, on va signer un accord pour qu'à la fois tu puisses avoir ton chômage, à la fois il reste encore quelques centimes dans les comptes de la société, et on signe une rupture conventionnelle. Et elle négocie même pas l'accord. Et on convient de 6 mois de salaire, parce que voilà, je pouvais pas plus, et on signe. 1 mois et demi après, j'ai une commande. Et d'une émission musicale, et c'est le truc, Marie programme Taratata depuis la naissance. Je rappelle Marie, je dis Marie, j'ai une bonne nouvelle, j'ai une émission mensuelle. Courte, elle fait que 40 minutes, mais il n'y a que toi qui puisse la faire avec moi, donc viens. Ok, super. Donc elle redébarque, un mois et demi après. Et donc je lui dis, voilà, il faudrait qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Voilà. Et comme je croyais que la machine redémarrait, ce qui n'a pas été le cas d'ailleurs, ça a duré que 4 mois, mais bon, je croyais que la machine redémarrait, que les étoiles s'alignaient à nouveau. Et je dis à Marie, et d'ailleurs, il faut que tu ailles voir en bas, telle personne pour signer le contrat. Et elle me dit, ah non, c'est bon, ça, tu m'as payé 6 mois, ça va, je suis encore payé. Elle dit, ah non, c'est une rupture conventionnelle. Donc tu l'as eu, tu l'as pris, c'est bien, là maintenant tu es payé à partir d'aujourd'hui. Elle me dit, il n'en est pas question.
Je dis, mais Marie, tu n'as pas le droit de travailler ici si tu n'as pas de salaire. Elle dit, tu m'as payé, j'ai été payé, je suis payé, je ne veux pas être payé à nouveau. Et voilà un exemple de rapport humain qui est formidable, parce que la règle, c'est tu payes les 6 mois, tu reviens 2 mois après, t'es payé, on n'en parle plus, quoi. Mais l'élégance, l'amour, parce que quand tu vis 26 ans avec quelqu'un, c'est de l'amour. Je ne l'oublierai jamais. Gérard Polichinno, je ne peux pas oublier tout ce qu'il a fait pour me sauver, pour m'aider, pour accepter de travailler sans être payé quand on n'arrivait pas à avoir de l'argent. Tout ça, ce sont des éléments et des événements importants. En termes de chaîne et de patron de chaîne... Allons-y. Non, il y a évidemment des personnes qui ont compté, mais de savoir qui de l'œuf et de la poule. Est-ce que ces personnes auraient été aussi fidèles si le succès n'avait pas finalement été au rendez-vous, puisque c'est ce qui s'est passé ensuite, et où les choses ont été plus éclairées. Il y a des personnes de l'ombre, je pense à Corinne Fix, qui est une femme qui s'occupe des jeux sur France 2, qui m'a poussé dans mes retranchements, et vouloir me pousser, ce qu'on disait tout à l'heure, au dépassement de soi, pour être le plus performant possible, pour ne pas s'endormir sur d'éventuels lauriers, si lauriers il y a, mais il faut se méfier des lauriers parce que ça sert à faire cuire aussi au four quelques bêtes mortes, et se dire, te contente pas de ça, trouve quelque chose de nouveau, va plus loin, le souci du détail, le gigantisme du détail qui permet d'aller vers une espèce de perfection qu'on n'atteindra jamais. Heureusement, jamais. Elle compte. Marie-France Brière compte, Pascal Joseph a compté, Hervé Bourges a compté. Non, mais Delphine Ernotte, on parlait tout à l'heure, tiens, Delphine Ernotte, l'actuelle patronne de France Télévisions. Non, mais l'histoire est humaine, encore une fois. Elle est nommée au mois de mai. Je ne m'entends absolument pas avec l'ancien président Rémi Fimelin. Il a supprimé Taratata, il a supprimé N'oubliez pas les paroles en Access. Il ne m'aimait clairement pas, il avait au moins l'honnêteté de me le dire. Il m'a même dit un jour, parce qu'il me parlait mal dans un rendez-vous, et je lui ai dit, pardon monsieur, mais ne me parlez pas comme ça, je ne suis pas employé à France 2, je suis fournisseur de programmes pour France 2. Vous êtes un client. Et là-dessus, il me dit, heureusement que vous n'êtes pas employé à France 2, sinon je vous aurais viré depuis longtemps. Donc, tu prends ça dans le... C'est un bon début de rendez-vous. Ouais, tu dis... Wow, on va avoir des difficultés. Donc, il m'a écarté des victoires de la musique, il m'a... Tout ce qu'il pouvait m'enlever. Et c'était ton client numéro 1 à ce moment-là. L'unique. Donc, lui, Bruno Patino, qui est maintenant à Arte, Thierry Tullier, les trois m'avaient dans le pif. Voilà, clairement. Des trois, il n'y en a qu'un qui a reconnu son erreur, c'est Thierry Tullier, qui l'a dit en interview face caméra, et qui a dit « Je me suis trompé sur Nagui, je l'ai retiré de l'Access ». Or, c'était le seul, et il le prouve aujourd'hui, capable de tenir cette tranche particulière de l'antenne. Et d'ailleurs, c'est lui qui, avant d'être viré, m'a remis en Access, et il a reconnu son erreur. Et je trouve cette élégance, cette intelligence, voilà, formidable. Alors on était dans la confrontation. Les deux autres continuent, paix à l'âme de Rémi Fimelin qui n'est plus de ce monde, mais Bruno Patino a fait un livre sur les producteurs de télévision. Je ne suis pas dans le livre, les producteurs qui comptent à la télé, il y a Thierry Ardisson, il y a Michel Drucker, il y a Christophe de Chavannes, il y a plein de noms comme ça. Et un jour, dans une interview à France Inter, la journaliste Sonia De Villers lui dit « Il n'y a pas Nagui dans votre livre, pourquoi ?» Il répond parce qu'il fallait faire des choix, on ne pouvait pas mettre tout le monde. Puis elle le relance, elle dit mais quand même, quand vous étiez patron, vous l'avez retiré de l'antenne, puis le jour où vous n'avez plus été patron, il est revenu à l'antenne, et puis depuis il cartonne. Et donc c'est quand même bizarre, vous êtes trompé sur lui, et il n'est pas dans votre livre. Et il répond cette phrase formidable, je n'ai mis dans le livre que des personnes qui comptaient pour la télévision et qui apportaient quelque chose à la télévision. Et je me prends ça, alors que je suis 2 bureaux plus bas. Lui est dans le studio, en haut, en direct, et moi je suis 2 bureaux plus bas en train de préparer mon émission qui va démarrer 2 heures après. Et je me prends ça dans le nez, que j'ai gros, et ça fait mal, quoi. Et le gars, il est patron d'Arte. Et tu dis, mais pourquoi il a tant de haine ? Pourquoi il en veut autant ? Je n'en sais rien. Une fois, on a dîné ensemble chez un ami commun qui était avocat, je ne savais même pas qui il était, parce qu'il n'était pas encore patron de France Télévisions, et donc on parlait à table de tout, de sport, de cinéma, de culture, de livres,
Et puis à la fin du repas, pratiquement à la fin du repas, au moment du dessert, notre ami commun dit « Mais c'est bizarre, vous ne connaissez pas parce que vous travaillez tous les deux à France Télévisions ?» Je dis « Ah bah non, puisqu'on avait été présenté, Bruno, Nagui, moi le problème c'est que sur mon front, il y a écrit ce que je fais. Là, je ne savais pas. » Donc il m'explique. Je dis « Ah oui, d'accord, ah bah super, peut-être qu'on se parlera un jour, tout ça. » Et puis on s'échange le numéro de téléphone. Puis quelques mois après, il est nommé numéro 2 tout là-haut. de France Télévisions. Donc j'aurai un texto avec félicitations, voyons-nous, je suis ravi pour toi, bravo, bravo. Puis là, il m'accueille dans son bureau. Il m'annonce qu'il arrête Taratata. Il m'annonce qu'il décale des émissions. Enfin bon, et je me prends tout dans le nez avec une extrême violence. Et à la fin du rendez-vous, je dis on avait quand même quelques projets en disant on va essayer quand même de faire ci, de faire ça. Puis on avait des contrats dont il fallait se sortir. Et je lui serre la main et je lui dis toutes mes amitiés à Sophie, sa femme, que j'avais connue au dîner. Ouais. Et là, il retient ma main et il me dit je le ferai, mais c'est la dernière fois. Je regrette que nous ayons dîné ensemble. Et là, je me dis, le mec ne veut même pas qu'il y ait un rapport personnel. C'est-à-dire que quand je dis mes amitiés à votre épouse, c'est pas on est potes, tu peux me laisser à l'antenne. Il avait décidé d'arrêter les émissions, c'est tout. Je suis juste poli avec sa femme, avec qui j'avais discuté au même titre qu'avec lui d'ailleurs, et on s'était bien entendu. Mais je me prends ça, je dis, mais c'est glaçant, quoi. Le disclaimer, c'est que moi, je connais assez bien Bruno Patino depuis je connaissais pas cette histoire et je le connais depuis assez longtemps. Et c'est vrai que c'est assez peu à son image, donc c'est intéressant de... Mais je serais curieux, si tu as l'occasion de lui demander le pourquoi du comment, Bruno, ça me ferait Bruno, plaisir. toi qui écoutes ce podcast, voilà. On va s'appeler. Mais ce qui n'enlève en rien à son talent de directeur d'antenne et à sa vision de la télévision, mais je n'ai pas compris pourquoi ce que j'incarnais à ses yeux qui était si néfaste. Pour en revenir à Delphine Arnault, elle est nommée au mois de mai. Je ne sais pas qui elle est, ni ce qu'elle veut faire comme télévision. Je suis démarché par TF1 et par M6 en même temps, qui tous étaient au courant de la situation. Rémi Filmin me propose de re-signer le contrat pour ne pas laisser l'antenne vierge de tout programme en access, en plus avec N'oubliez pas les paroles, mais me propose de re-signer un contrat sur 1 an. Ce à quoi je lui réponds, je ne vais pas signer un contrat d'1 an pour me retrouver avec quelqu'un qui peut-être ne va pas m'aimer. Donc j'attends de la rencontrer. Je la rencontre, elle me dit je ne peux pas vous signer de contrat, je n'ai pas la signature, je n'aurai que fin août, ce qui est trop tard pour la rentrée de septembre, mais je veux vraiment que vous restiez. Signez ce contrat. Et là-dessus, je lui dis pardon, mais je ne veux pas que mon nom soit en bas de page à côté de quelqu'un qui m'a fait tant de mal. J'ai pas envie de signer un contrat avec lui. Avec vous, oui. Elle me dit non, mais c'est avec une entité que vous signez. Je dis non. Je dis moi, c'est une histoire humaine. Si on s'entend bien tous les deux, je vais être un combattant pour vous. Un attaquant, je vais mettre des buts, je vais me battre et je vais mouiller le maillot et on va le faire ensemble. Mais là maintenant, non, j'ai pas le mojo, j'y crois pas. Et elle me dit qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je ne peux rien signer. Je n'ai pas le droit. Vous voulez que je vous envoie un mail ? Je n'ai pas le droit. Mais je dis non, je veux juste que vous me regardiez dans le blanc des yeux, que l'on se raconte l'année idéale avec les émissions qu'on a envie de faire tous les deux et qu'on se serre la main. Je veux que ça. Mais je ne signerai pas de contrat. Pas de contrat. Alors que j'avais des contrats, des projets même de contrats, rédigés par les autres chaînes. Mais j'ai cru en sa parole. Ça fait maintenant 4 ans. Non seulement elle n'a jamais été trahie, cette parole, mais on a mangé avant-hier, ensemble, au même endroit où là on avait topé, symboliquement ou par superstition. Et on s'est dit, elle est belle l'histoire. Parce qu'on fait des taratata en prime qui font plus de 3 millions de téléspectateurs, parce qu'on est souvent en alternance leader en access, et que c'est une réussite depuis 4 ans, et que tout s'est basé sur la confiance, le respect, et moi mon souci, de ne pas la décevoir. Et autant, tout à l'heure je te disais que l'un des moteurs dans la vie était d'avoir faim et de ne pas s'endormir et de se battre pour réussir et se dépasser soi-même, autant une fois qu'on estime avoir atteint quelques niveaux, l'autre pression est celle de ne pas décevoir. Celle de ne pas décevoir ceux qui te font confiance, ceux qui sont avec toi dans le même bateau et ceux qui croient en toi, parce que ça c'est précieux. On parle de ce secteur de l'audiovisuel qui est depuis des années entre la course à l'audience,
la multiplication des chaînes. Le monde a totalement changé. Donc, tu parlais des 3 chaînes qui étaient publiques de l'époque. La consommation a changé. La consommation, l'arrivée d'Internet. Donc, tout a changé. Exemple intéressant, je sais que ça te tient particulièrement à cœur. Tu en as parlé plusieurs fois depuis le début de ce podcast, Taratata. C'est une émission qui, en tout cas quand tu la regardes, n'a pas véritablement changé entre la première fois que je l'ai regardée et ce qui allait aujourd'hui. Comment tu arrives à définir ça, ou est-ce que ces changements ont été faits à chaque fois d'une manière faible ou simple ou intelligente? Comment tu expliques que justement, contrairement à tout ce qui peut changer, c'est certainement l'émission Quelle image employer qui soit hors télévision? Je pense que dans la vie, il y a des fondamentaux, il y a des basiques. Et que ce soit dans la mode, que ce soit dans l'industrie, dans l'agriculture, voilà. Et même dans l'écriture des scénarios, où on sait que l'unité de temps, de lieu, d'action restent les fondamentaux du théâtre classique. Dès l'instant où on respecte les fondamentaux, dès l'instant où on respecte l'ADN, et où on ne veut pas décevoir ceux qui te regardent, ou ceux qui croient en toi, ou ceux qui participent. C'est une émission qui n'existe que par la confiance que nous donnent les artistes quand ils viennent. Une fois que tous ces curseurs, que tu en as la connaissance et que tu les règles, après tu peux jouer plus ou moins de tel style de musique, plus ou moins de tchatch, plus ou moins de lumière, plus ou moins de public, plus ou moins court, plus ou moins long, on peut jouer. Mais tant que les fondamentaux sont là, y compris lorsqu'on a été retiré de l'antenne par Bruno Patino et Rémi Fimelin, on a continué d'exister sur Internet, grâce à venteprivée.com. Et Jacques-Antoine Granjon, Xavier Cour m'ont tendu la main en disant, voilà, nous, on a envie de devenir un média. Donc ce programme-là, est-ce que vous pouvez le faire exister sur Internet? Et si oui, quelle serait l'économie et comment on s'en sortirait ensemble? Et on lance le programme sur Internet, sur le site, avec un mailing de millions de contacts, à la base de données. Bien sûr. Pratiquement 10 millions de contacts en disant « Allez regarder ». Et on explose les compteurs. Et il y a pratiquement autant de gens qui viennent nous voir sur le site que lorsqu'on ça passait à la télévision. C'est-à-dire qu'on arrive à des 800 000, des 1 million de vues. Des trucs de dingue. Mais dans cette période-là, quand il y a des artistes qui viennent sur le plateau, on leur dit « Venez faire Taratata ». Et que sur le plateau, pendant les répétitions, ils apprennent que ça ne passe que sur Internet, et qu'ils se barrent, qu'ils quittent le plateau, qu'ils ne reviennent pas pour l'émission. Ils ont fait la répète. Comment ça sur Internet? Bah oui, c'est pas... T'en as eu beaucoup? J'en ai un là que j'ai en tête, et qui lui ne reviendra plus jamais de sa vie. C'est pas la peine. Mais si tu veux, c'est des choses où tu te dis, c'est vraiment fragile. Alors on parlait du mode de consommation, et c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui peut faire qu'une marque comme Taratata perdure pendant 25-26 ans? Ce sont les fondamentaux. Et après, le mode de consommation, c'est l'une de mes chances, ce qu'on se disait avant que ce podcast démarre, c'est que la musique est maintenant très accessible en streaming, en abonnement, Spotify, Deezer, Apple, et ainsi de suite, qu'elle est accessible à tous, sans avoir d'ailleurs, et je pense que ça augmente la culture musicale de ceux qui écoutent, parce qu'il n'y a plus le côté clivant, c'est mon âge, je n'écoute que ce qui se passe, que ce qui passe à la radio, mais je peux tout écouter justement. Le live, le concert, c'est maintenant le mode de consommation le plus intéressant pour les artistes et le plus passionnant pour le public, car il n'a pas deux moments qui se ressemblent, et il a la fausse note, le sourire, l'éclat de rire, le morceau plus long qu'un autre, un solo plus dingue qu'un autre. Et donc nous, on met en exergue ce moment-là, ce moment privilégié. De tous les Taratata, à part cette personne qui est partie du studio, de nouveau, essayons d'être positifs, donne-moi un chanteur, un artiste ou une artiste qui pour toi a été le moment de ces 25 dernières années. S'il y en a un. Alors je vais prendre une émission et pas un artiste. Okay. La dernière que l'on ait faite. La dernière que l'on ait faite, on a réuni Zazie, Marc Lavoine, Pascal Obispo, Patrick Bruel et Garou. Les 5, on les a réunis pour faire un concert au Zénith, les bénéfices allant au Téléthon. Mais j'ai voulu conceptualiser ce concert et cette émission en essayant quelque chose. Ce quelque chose que l'on a essayé, autre scoop entre guillemets, va déterminer le mode de fonctionnement de Taratata en prime pour les années qui viennent.
C'est-à-dire qu'on a réussi quelque chose, les artistes l'ont réussi, le public l'a admis, 3 600 000 personnes, au final, regardent cette émission, 2,2 millions au début, au générique début, et plus d'1,4 million. Imagine un concert où tu as 1 400 000 personnes qui tendent l'oreille, qui se disent « Oh là, je vais aller voir ce qui se passe, je rentre dans la salle et je reste ». Et à la fin, tu as 3 600 000 personnes qui viennent écouter des chanteurs, partager des duos, chanter avec le public, faire des versions a cappella, piano-voix, faire de la promotion. Alors que maintenant, on sait que dès qu'il y a de la promo, on zappe, on s'en va. On va prendre une bière dans le frigo, on va faire pipi, on regarde sur le chaîne, qu'est-ce qu'il y a ? On ne reste pas. Et là, ils sont restés. Donc il s'est passé quelque chose qui était très particulier, dont j'ai peut-être idée de la recette et de la mécanique, mais moins la mécanique est visible, plus fluide elle sera et plus ce sera agréable. Et on va aller vers ça. Donc c'est ça ce que je retiendrai là. Donc toi, là, c'est vraiment en tant que producteur qui analyse, hume, sent et essaie de développer un succès. L'apparition de Netflix, parlons de Netflix 2 minutes. Je suis client Netflix. Tu es client Netflix. Est-ce que tu commences aujourd'hui avec ta société de production, Air Production, à imaginer, à construire aujourd'hui ? Est-ce que tu as déjà vendu à Netflix ? On leur a proposé deux concepts. Deux concepts. Qu'est-ce que tu peux dire ? Tant pis, je vais tout dire. On leur a proposé 2 concepts. Et sur ces concepts-là, il y en a un qui était, on va dire, dans le même pas le carré final, le duo final. Et puis on nous dit, ok, ce sont ces deux, on a 2 projets, vous et un concurrent. Faites des devis maintenant et on décidera. Donc on a fait un devis, on le présente. Et Netflix nous dit, non, pas assez cher. Vous êtes trop cher. D'accord. Donc ça va pas être possible. Et je t'assure qu'on avait tout fait pour être dans une économie web, entre guillemets. Ouais. Mais trop cher, ça passera pas. Et on va prendre les autres. Et les autres passent devant nous et le projet est pris. Puis, j'apprends que les autres, non seulement avaient bradé le marché, mais n'y arrivent pas et viennent démarcher au sein de mon équipe les éléments essentiels dans le savoir-faire qui était la clé de voûte de ce projet. Et donc, ils n'avaient même pas les gens pour faire le projet. Donc, et alors, certains, je les ai dit, ils m'ont dit, ouais, tu comprends, je suis fait pour ça, j'avais envie de le faire. J'ai dit, vas-y. D'autres que je retiens parce qu'ils font partie de la structure. Mais après, il y a des intermittences de spectacle et heureusement, ils ont la liberté de leur choix et de leur mouvement et de leurs employeurs. Mais moi, je leur dis bonne chance et courage parce qu'ils vont aller vers quelque chose où ils sont passés un tout petit peu au forceps en se disant je mets le pied dans la porte pour passer. Mais peut-être que c'est eux qui ont raison, peut-être qu'ils vont le faire à perte pour réussir une histoire qui va durer longtemps. Et deuxième exemple, là on leur a proposé une émission où l'émission s'appelait Petit verre entre amis et l'idée était de faire une interview, comme on peut le faire là tous les deux, mais autour d'une bonne bouteille de vin et de partager ce moment-là et de goûter le vin et d'avoir à la fois un entretien et puis à la fois une espèce de dégustation de carpe diem, de moments un peu épicuriens et puis d'avoir un lâcher prise aussi de la part de l'invité et de la vedette. Et le projet est retenu et budgété et incarné et on nous demande si vraiment on peut aller au bout. Oui. Puis 15 jours de silence et on a reçu là récemment un mail qui nous dit le vin c'est segmentant, beaucoup de religions n'acceptent pas de boire de l'alcool et donc nous risquons de perdre les téléspectateurs de cette religion. T'as juste envie de dire, mec, t'es pas obligé de boire, quoi. Tu vois. C'est-à-dire que quand tu vas voir un film avec quelqu'un qui boit un verre, tu éteins le film, tu le vois pas. Donc j'ai été un peu surpris par cette espèce d'autocensure. Puritanisme, voilà. Tu vas dire. Donc là, je vais leur proposer un autre truc avec des sextoys, je pense qu'ils vont l'accepter. Donc j'ai été un peu étonné. Aujourd'hui, on parlait de Netflix. Netflix, j'ai adoré Roma, qu'ils ont produit, le film, qui est dingue. Mais si vous l'avez pas vu, regardez-le, ce film en noir et blanc. Ils ont gagné beaucoup de prix grâce à ça. Le but, j'ai bien compris, tu faisais pas un procès de Netflix. Loin de là. Et je vois des docs, notamment celui de Leonardo DiCaprio. Incroyable. Ils ont des budgets. Après le déluge, ils mettent les budgets. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui me touche en fait là-dedans, c'est de pas pouvoir être dans cette bande-là. Mais ça me pousse à quoi ? Ça me pousse à l'excellence, être meilleur, à l'effort, réfléchir, bien sûr. Et ce qui a été assez agréable, parce que Netflix a quand même beaucoup changé ton industrie.
pour le meilleur. Oui. Je pense qu'il faut être aussi assez honnête, remarquer, alors absolument. avec des budgets aussi parfois conséquents, mais c'est intéressant de voir qu'ils ont beaucoup fait bouger les choses. Homme de radio que tu es, et que tu resteras, comment tu vois ce nouveau média qu'est le podcast ? Est-ce que tu en écoutes ? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, toi qui as l'habitude d'interviewer ? J'en écoute, et on est podcasté. On a beau être diffusé en direct sur la première radio publique qui est France Inter, notre émission est podcastée. Elle est aussi saucissonnée. On prend les moments de tel humoriste ou telle séquence de l'émission, et je vois bien que c'est le mode de consommation radio comme télé, c'est-à-dire la liberté de pouvoir consommer où on veut, comme on veut, quand on peut. Mais l'autre problème, c'est que on n'a pas encore, malheureusement, en France, une qualité de distribution, de débit et d'internet qui permettent une fluidité. Il y a des moments où je sais, pour être un provincial, et encore un provincial, où je me connecte, que ce soit Netflix ou un podcast, et puis d'un coup, ça mouline, et j'ai pas assez de réseau, et ça n'arrive pas. Et Alain, il m'arrive, quand il y a une espèce d'embellie, j'ai du réseau, je peux voir mon film ou écouter mon émission, quand je dis mon émission, celle que j'ai programmée en tout cas, et d'un coup, j'essaye d'ouvrir une autre page parce que je googlise une question, et là d'un coup tout rame parce que je suis juste allé voir qui était qui, quand même. Peut-être qu'il faut aller voir aussi ton fournisseur d'accès. Question, et c'est un sujet aussi important, et je sais que c'est un sujet qui parfois peut t'agacer, mais quand même, t'es un des premiers présentateurs métis, alors est-ce que c'est le terme qui va bien à la télé ? Tu racontes que tout au long de ta carrière, tu as souffert d'un certain racisme. À la fin des années 90, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment choqué quand j'ai travaillé sur ce podcast. Tu as été confronté à une bagarre de rue. Tu te souviens exactement de la suite de ce... Mais c'est important qu'on en parle, et que les auditeurs puissent aussi se faire une opinion. Tu as défendu une jeune fille qui se faisait agresser. Sur un parking, l'agresseur porte plainte contre toi. Alors voilà, tu es condamné, et c'est les mots du procureur. Alors si tu as encore le nom de ce procureur, j'aimerais bien savoir. J'ai pas le nom du procureur, mais je peux le retrouver. Les mots du procureur, je le dis parce que tu l'as dit, mais je vais le dire. Je t'en prie. Il dit des mots à ton encontre qui sont détestables. Cher Nagui, on n'est pas dans votre pays. Ici, ce n'est pas moi vouloir tuer toi parce que toi insulter moi. Alors moi, quand tu as dit ça, honnêtement, j'ai pas cru. Je me suis dit, on peut pas être dans un état de droit, dans un état républicain exceptionnel qui est notre pays, et avoir des procureurs qui représentent ce qu'il y a de plus fort, puisque c'était à Nanterre en 2001, et ça va même plus loin. C'est Monsieur Nagui, puisqu'il faut vous appeler ainsi, on ne sait pas qui vous êtes, on ne l'appelle que d'un prénom. Côté comme ça, humiliant. Il avait évidemment mon nom de famille. Bien sûr. Et qui avait été dit 25 fois au tribunal pendant le procès. Et on n'est pas chez vous, c'est pas moi vouloir tuer toi. Parce que quand j'avais frappé le gars, c'était comme une espèce de cri pour me donner de la force pendant la bagarre. Je vais te tuer. Ça voulait rien dire. Évidemment que j'allais pas le tuer, je voulais juste lui faire mal, ce qui a visiblement été le cas. Mais et puis ça, c'était totalement idiot, évidemment, parce que je pense que ce monsieur qui respecte pas les femmes, qui crache dessus, et il a dû continuer de le faire. Voilà, c'est pas une bagarre qui va changer toute son éducation pendant des années, mais bon, peu importe. La phrase du procureur était d'une violence inouïe. Mais comment là, à ce moment-là, tu as ça, donc j'essaie de réagir, et mon avocat, qui est maître Kejman, met la main sur mon bras pour me dire de me taire et de rester assis. Ouais. Il me dit ça sert à rien. Souvent, on a eu ces discussions-là, je sais. Toi, tu n'as jamais voulu, et d'ailleurs, tu ne veux surtout pas être un représentant de quoi que ce soit. Je veux bien être un représentant de quelque chose, mais pas d'un communautarisme. Pas le côté... Les quotas, ça me saoule. C'est-à-dire que j'ai pas envie de dire... mais c'est valable pour les religions, pour la couleur de la peau, pour le sexe. Je n'ai pas envie de dire il faut qu'il y ait tant de noirs, tant d'arabes, tant de femmes, tant de musulmans, tant de gauchers, tant de droitiers, tant de blonds, tant de roux. Mais tu penses que ça changera si on ne met pas des quotas, toi ? Tu penses que t'es de nouveau... J'espère. T'es contre toute attente. Combien il y en a comme toi, Nagui ?
Donc la loi Mais Copé-Zimmermann, j'espère ne pas être là où j'en suis parce que ça, parce que Je suis d'accord. j'ai un prénom marqué et parce que pas Nagui, pas très marqué. Je pense que t'as. c'est pas dans le calendrier. Éric Zemmour, à mon avis, il serait pas d'accord avec ce choix de prénom. Hein. C'est possible qu'ils ne soient pas d'accord. Mais si ces quotas-là, t'es de nouveau une exception. Est-ce que tu penses qu'il y en a beaucoup d'autres comme toi? Et est-ce que tu penses qu'il ne faut pas justement marquer un petit peu? Je pense. Toi, tu es vraiment contre les quotas? T'as des Zinedine Zidane, t'as des Kylian Mbappé. Tu vas demander à Didier Deschamps de faire une équipe de France en fonction de la représentativité. Ça pourrait être l'inverse. Non, Ça pourrait être l'inverse. il va juste prendre les meilleurs à leur poste. Bien sûr. Et même pas les meilleurs à leur poste, d'ailleurs, les meilleurs pour un groupe. Et c'est cette idée-là que je trouve forte. C'est de se dire, est-ce que l'on est suffisamment bon ensemble pour réussir ensemble? Voilà. Et dans ma société, je n'engage pas les gens en fonction de leur handicap physique, parce qu'il faut un quota d'handicapés, ou de leur couleur de peau, ou de leur âge, ou de leur sexe, ou de leur peau, ou de leur religion. Je les engage en fonction bien sûr, mais Nagui, de leur tu savoir-faire. Tu le sais aussi bien que moi que deux personnes qui sont aussi brillantes, avec un savoir-faire égal, souvent, ça va être celui qui va être ressemblé le plus à ce qu'on attend, qui va être choisi. La loi Copé-Zimmermann, qui est la loi juste pour les quotas pour les femmes, a été mise en place, et grâce à ça aujourd'hui, il y a eu une obligation d'avoir un pourcentage de femmes dans les conseils d'administration. Et toi, tu aurais été contre ça. Mais je trouve ça triste. Oui, mais triste, mais c'est la société qui veut ça, Nagui. Peut-être. Tu penses que ça aurait changé sans ça? En tout cas, il y a pas une femme qui travaille dans ma boîte qui ait un salaire inférieur à un garçon qui a le même poste qu'elle. Et il n'en est pas question. Et il y a beaucoup plus de femmes d'ailleurs que de garçons, parce qu'en plus, globalement, si je dois faire une différence entre les uns et les autres, elles travaillent mieux. Elles ont un sens, en tout cas artistique, et une sensibilité qui pour moi est extrêmement importante. Donc on va pas continuer sur les gens qui ont parfois fait preuve d'insultes ou un autre chanteur qui t'a refusé l'entrée de son restaurant. Ouais. Ça aussi, moi je le donnais avec plaisir, ce prénom, ce nom, j'ai Ringo, d'ailleurs le Ringo. Willy Cat, de son véritable nom, Guy Bell, qui était le mari de Sheila. Ma femme travaillait dans son restaurant, qui était le City Rock Café, et j'étais inquiet parce qu'elle devait s'arrêter à 23h, il était minuit et demi, je l'attendais dehors, et donc je vais pour rentrer, on me refuse l'entrée, donc elle vient en me disant, mais on m'a demandé de rester parce qu'il y a des heures sup, il y a trop de monde, et elle me dit, mais viens, rentre, va prendre un verre au bar. Et là, il vient, lui, s'interposer. Donc, c'est même pas une rumeur, c'est même pas quelqu'un qui a dit à sa place. Il donc, vient lui, te voir et il me en regarde, face. il me regarde, le courage, au moins. et il me dit, il y a trop d'Arabes, il peut pas y en avoir un de plus, je peux pas te laisser rentrer. Ouch, ok. Et là-dessus, ma fiancée de l'époque entend ça, retire son tablier, le jette à Ringo Willy Cat et lui dit, puisque c'est ça, je me casse, connard. Et elle est partie. Sans être payée d'ailleurs, parce qu'elle aurait dû être payée à ce moment-là. C'est beau. On parlait de ton prénom pour terminer ce podcast. Qu'est-ce que veut dire ton prénom? Je sais rien. Ouais, qui échappe au danger, non? Il y a eu plusieurs versions. Et je sais que mon papa s'amusait beaucoup à me donner 25 versions différentes avec... c'est celui... la version qui te fait le plus plaisir. Quand tu penses à ton papa, celle que tu te dis, tiens... Non. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il l'ait choisi. Et que ce soit une espèce de compromis entre maman et papa. Maman voulait Tanguy, papa voulait Naguib, et ils ont tranché sur un Nagui, typiquement égyptien. Et je sais. Et si je me suis servi que de mon prénom et pas de mon nom de famille à l'époque, c'est parce que je faisais de la radio pirate. Donc je ne pouvais pas donner mon véritable nom. Alors tu me diras, avec Nagui, ils auraient pu trouver facilement. Et surtout, maman étant professeur en seconde, première et terminale, qui était un peu la cible des auditeurs que l'on visait, je voulais pas non plus qu'on lui dise « Ah, il y a votre fils qui a dit tel gros mot, ou telle bêtise, ou telle vanne à la radio, et que ça la gêne pas dans son travail. » Pour terminer ce podcast, Nagui, on termine avec un quiz. Donc, 2 questions. Je déteste les jeux. Je sais, c'est parfait pour toi, ça. 2 questions. Tu peux expliquer ton choix pour une des 2 réponses. Ouais. Ottawa ou Alexandrie? Ottawa. Télé ou radio? Radio. Top A ou numéro 1? Top A. Patrick Sébastien ou Michel Drucker?
punaise. Là, quoi que je dise, ça sera mal interprété vis-à-vis de l'autre. Patrick Drucker. Ouais, Michel Drucker, parce que c'est d'abord celui que j'ai regardé gamin en me disant que j'aimerais être à sa place. Ouais. Pelé ou Maradona? Pelé. Parc des Princes ou Stade de France? Stade de France. Françoise Hardy ou France Gall? Ah, salaud. Ouais. France Gall. Magma ou Genesis? Magma. Neil Young ou Black Sabbath? Ah, t'as bien bossé. Hein. Ah oui. Black Sabbath. DJ ou batteur? Patrick. Batteur. David Guetta ou Bernard Guetta? Ouais, Guetta. Juan Lépin ou Saint-Tropez? Saint-Tropez. Tu vas aimer celle-là. Richard Berry ou Mylène Farmer? Mylène Farmer. Jennifer Aniston ou Mélanie Page? Ah ouais, Mélanie Page, il n'y a pas d'hésitation. Karma ou Carpe Diem? Carpe Diem quand même. Zinedine Zidane ou Didier Deschamps? Didier Deschamps. Nagui, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à tous d'avoir écouté Contre toute attente, le podcast. Ouais, d'avoir eu le courage surtout, ouais, merci. Le podcast qui décrypte le parcours atypique de celles et ceux qui ont réussi à déjouer les statistiques. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir à l'aide des étoiles ou à la partager et à vous abonner. Tu sais, des étoiles, plus tu mets des étoiles, plus t'es content. Tu mets 5 étoiles, t'es super content. Donc voilà, 5 étoiles. Moi je mettrais 5 étoiles après t'avoir interviewé. En tout cas, j'ai dit des choses que je n'avais jamais dites. Et merci d'avoir créé ces conditions. Merci de ta transparence. Merci Nagui.